Aujourd'hui, il existe très peu de barrières à la connectivité, sauf peut-être cette petite lumière qui clignote en bas de l'écran et qui nous annonce finalement que notre batterie est HS. Parce que, aussi avancées que soient ces technologies, elles ont toutes le défaut finalement d'avoir besoin d'énergie. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle les énergies nomades et c'est votre spécialité. Maxime Cousin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le président directeur général de la start-up Au Sol, une spin-off du CNES et de l'Agence spatiale européenne, et vous êtes spécialisé dans les énergies nomades, éco-responsables, une solution zéro câble. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Pour reprendre le contexte, à la base, comme vous le disiez, on est une spin-off de l'Agence spatiale européenne. Donc, à l'origine, on utilisait des technospatiales sur Terre pour créer des solutions d'énergie nomade pour l'ONG, pour des contextes outdoor, urgentistes, donc des générateurs solaires pour remplacer le groupe électrogène. Et de fil en aiguille, on a été appelés par le segment de l'immobilier tertiaire afin de remplacer globalement leur prise. Donc aujourd'hui, on va vers un immobilier de plus en plus flexible, des aménagements d'espace de plus en plus modulaires, de plus en plus évolutifs, et on a des collaborateurs qui bougent de plus en plus. Et tout bouge, sauf l'électricité. Et c'est ça le problème qu'on va adresser aujourd'hui. Donc quand on dit zéro câble, c'est ça que ça veut dire ? Exactement. L'idée, c'est de pouvoir avoir de l'énergie partout. La vision, le rêve, c'est de se dire on veut transformer et créer finalement à l'électricité ce que le Wi-Fi est à Internet. Une solution qui permet d'être alimentée partout et de pouvoir créer un poste de travail à partir de n'importe quelle surface. Mais alors, il y a déjà des batteries portables qui existent, qui commencent à se présenter sur le marché, qui existent en fait depuis déjà quelques temps. Qu'est-ce qui vous démarque avec votre solution ? Oui, exactement. Maintenant, en fait, nous, on intègre, finalement, c'est une des dimensions du produit aujourd'hui, même de la solution globale qu'on met en place sur le marché. Donc, on a du stockage, mais à l'inverse de batteries qu'on pourrait trouver, par exemple, sur Internet, qui permettent d'alimenter son smartphone, on a quelque chose de très puissant qui peut alimenter un ordinateur, qui peut sortir du 220 volts, qui peut récolter de la donnée sur les usages, sur les mouvements, sur la compréhension de l'utilisation du lieu et du poste de travail, et qui, demain, seront capables d'interfacer aussi des nouvelles technologies qui permettent finalement de pouvoir travailler avec toute la technologie dont on a besoin, comme au bureau, dans le bureau, mais aussi ailleurs du bureau. Il manquait cet élément technologique, en fait. Exactement. En fin de compte, c'était un problème qui était vécu par tout le monde, mais pas forcément adressé et même pas forcément conscientisé. Et c'est ce qui a été assez drôle de prime abord, en fait, c'était de remplacer des choses que des gens comprenaient assez difficilement. Finalement, quand on allait voir les premiers grands comptes, ils nous disaient oui, mais nous, on n'a pas forcément ce problème ou autre. Et en fin de compte, en creusant, 100% des entreprises avec qui on parlait nous ont dit en fin de compte, c'est un problème énormissime. C'est juste qu'on l'a oublié tellement on n'avait pas pensé à ce qu'il puisse y avoir une solution qui finalement est relativement simple. Et votre solution, elle est universelle ? Elle est universelle, ça permet d'alimenter n'importe quel ordinateur. Et puis aujourd'hui, on commence même à se différencier, à aller sur d'autres équipements qui demandent parfois plus d'énergie ou autre, avec des solutions plus importantes, plus puissantes. Comment vous faites pour alimenter chaque ordinateur ? Alors, on a différentes sorties. On a par exemple du 220 volts sur lequel on va aller brancher sa prise. Donc là, globalement, n'importe quel ordinateur peut directement se brancher sur une prise nomade, finalement, au même titre que l'on l'aurait sur le mur. Et derrière, aujourd'hui, on a un nouveau standard qui arrive dans l'industrie, c'est l'USB-C. Donc ça, c'est une petite révolution. D'ailleurs, aujourd'hui, ça passe même sur les smartphones. Apparemment, Apple a été contraint aujourd'hui d'intégrer ce port sur tous ses nouveaux téléphones. Et ça permet d'avoir une standardisation de la connectique. Et ça, c'est un gros levier pour nous pour pouvoir non plus remplacer la prise et la rendre nomade, mais même remplacer le chargeur du collaborateur. Et c'est vraiment la mission aujourd'hui, c'est de se dire qu'on a une station dans laquelle on a 10 unités qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des workpods, qui permettent de fournir de l'énergie et plein d'autres choses, et qu'un collaborateur va trouver dans son parcours, au sein de son entreprise, de son coworking, de son école, de sa collectivité, etc., etc. Il va la débloquer à l'aide d'une application smartphone ou d'un badge, la connecter à son ordinateur et pouvoir bénéficier d'une journée entière d'énergie. L'histoire derrière la naissance de cette start-up, elle est assez intéressante. Je crois que tout a commencé au CES de Las Vegas. Exactement. Racontez-nous. Elle est un petit peu insolite en fait parce qu'il faut savoir que mes associés et collègues et moi, on a toujours été digital nomades dans l'âme. On a toujours aimé beaucoup bouger, voyager. On a toujours eu cette problématique d'énergie à l'aéroport, à l'hôtel, dans un coworking. Et on l'a vraiment jamais adressé, ce qui était assez paradoxal et même ironique, vu que nous-mêmes, on travaillait dans rendre l'énergie nomade, mais on n'adressait pas notre propre problème. Et on s'est retrouvé en 2020 au CES de Las Vegas, dans lequel on a eu de la chance d'aller grâce à la région Sud qui nous a invités. Et on s'est retrouvé là-bas, assis par terre, à devoir pitcher à l'époque le directeur innovation du groupe Engie,
parce qu'il n'y avait pas de prise. Et du coup, ça a été une rigolade. Nous, on a rigolé jaune sur le coup parce qu'on s'est dit, bon, on est assis par terre, on doit pitcher un grand compte. On n'a pas l'air très professionnel, mais en fait, il n'y a pas le choix. C'est exactement ça. Et il n'y avait vraiment pas le choix. On avait un stand sur lequel il y avait une prise, mais beaucoup trop de bruit. Et en fait, dès qu'on allait s'isoler, il n'y avait pas nécessairement un moyen de pouvoir être alimenté. Et sur le coup, ça a été la réflexion de la personne en face de nous dire, les gars, vous faites de l'énergie nomade. Dans les événements, il y a peut-être des problèmes. Et en fait, de là, s'en est suivi toute une série d'interviews avec des événements. Donc le CES, le Web Summit, Vivatech et d'autres. Il y a eu le Covid 2 mois après, donc l'événementiel, c'était plus forcément le meilleur segment. Non, mais le télétravail est arrivé. C'est ça, mais l'idée de base restait la même. Et on a eu à ce moment-là une chance inouïe de tomber sur des personnes qui ont vraiment eu un rôle mentorant pour nous. On peut parler de Flore Prader, par exemple, qui est la directrice de recherche aujourd'hui chez JLL, une des grosses entreprises de l'immobilier tertiaire, des acteurs de l'aménagement d'espace, des directeurs d'environnement de travail, des RH, qui nous ont dit, mais en fait, ce que vous essayez de faire pour l'événementiel, on en a besoin aujourd'hui dans l'immobilier tertiaire. Avec tout ce constat de passage sur un immobilier de plus en plus flexible, de plus en plus nomade, de plus en plus hybride, et pour le coup, un constat d'une non-présence de systèmes qui peuvent permettre de s'adapter totalement. Alors aujourd'hui, vous avez fait un peu de chemin, vous venez de réaliser une levée de fonds. Auprès de qui? Vous avez fait l'annonce ce matin. C'est ça, exactement. On a fait l'annonce ce matin. C'est vrai que la levée de fonds, ça a été une première étape, on va dire, dans la vie d'une start-up. On l'a réalisée auprès de Business Angels. On n'est pas allé voir des fonds d'investissement. Premièrement, on s'est dit qu'on allait surtout essayer d'attirer des personnes qui étaient des entrepreneurs, qui elles-mêmes allaient nous apprendre à entreprendre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est jeune, c'est notre première entreprise. Il y a probablement plein d'erreurs qui vont pouvoir être évitées par l'expérience de ces personnes. Donc aujourd'hui, on a créé finalement un groupe d'anciens entrepreneurs ou d'experts de l'immobilier qui aujourd'hui ont investi dans l'entreprise et nous accompagnent dans la croissance. Alors il y a une autre nouvelle que vous nous annoncez aujourd'hui en avant-première ici. Elle concerne un prix. Oui, exactement. C'est le Janus du design. C'est un prix qui est organisé par l'Institut français du design et le ministère de l'Industrie et qui décerne à des entreprises un prix de design qui n'est pas seulement sur l'aspect esthétique du design, mais la prise en compte de ce qu'ils appellent les 5 E, qui sont globalement l'économie, l'éco-responsabilité et pas mal d'autres dimensions qui permettent de juger d'un design comme étant quelque chose de durable dans le temps. Et aujourd'hui, on est la seule réelle petite start-up finalement qui siège avec ce prix face à des grands comptes. Donc ça a été une super expérience. Et aujourd'hui, il nous accompagne aussi dans toutes ces problématiques de production, de design produit, d'éco-responsabilité. Et il nous aide à prendre une image un petit peu plus de hauteur, avec une vue un petit peu plus holistique pour ne pas rester le nez dans le guidon, mais plutôt avancer avec quelque chose de périn. Est-ce que vous êtes convaincu que le future of work, comme on dit, le monde du travail de demain, ce sera de travailler partout, tout le temps d'une certaine façon, parce que c'est ce que ça implique aussi, c'est le risque qui est derrière. Donc est-ce que vous pensez que cette mutation va durer ? Alors oui et non. Premièrement, je pense que cette mutation, on a tendance à la généraliser, mais elle ne s'applique pas à toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a des jobs qui ne sont pas du tout adaptés au télétravail, par exemple. Des personnes qui travaillent en caisse, des personnes qui travaillent en réception, n'ont pas forcément intérêt à faire leur travail à distance. Donc déjà, il faut séparer un petit peu les activités. Pour les personnes qui peuvent se le permettre, notamment des activités tertiaires par exemple, je pense que c'est quelque chose qui va durer. Mais aujourd'hui, il faut venir mettre ça en parallèle de l'individu, qui par défaut est singulier et donc a des problématiques qui lui sont propres, pour le coup, et l'entreprise. Le modèle hybride, c'est pas des digital nomades qui sont les pieds en éventail sur une plage d'un côté et des personnes qui sont totalement fixes dans leur bureau. C'est en fait un continuum. Exactement. Et en fait, un des rôles de l'entreprise aussi, c'est de permettre à chacun d'explorer sa place sur ce continuum. Et des fois, on va être plus ou moins flexible en fonction de la journée, en fonction des problématiques, si on a des enfants, et surtout du travail effectué. Donc l'idée, c'est pas tant que ces usages s'imposent dans le quotidien des travailleurs, mais que ces solutions puissent être proposées par les entreprises, en fait. C'est donner les moyens aux entreprises de pouvoir proposer diverses façons de travailler. Exactement, et c'est exactement aujourd'hui la réflexion des entreprises. C'est pas de se dire on passe en tout digital nomade, on passe en seulement présentiel. En fait, on se rend compte, et le constat assez général, c'est que, le bureau, il n'est pas mort. Il a encore un énorme sens aujourd'hui. Par contre, le bureau d'hier, ce qui est sûr, c'est qu'il est mort. Donc aujourd'hui, on fait face à un nouveau rôle du bureau qu'on est encore en train d'explorer. Certains disent qu'ils savent lire dans le futur. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a vraiment la réponse. Et donc, ce qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui, c'est une capacité à comprendre, donc de la donnée, à analyser les usages, et une capacité à créer un espace de travail qui va être évolutif dans le temps. Et c'est aussi aujourd'hui la part de notre rôle. C'est de se dire comment est-ce qu'on conçoit quelque chose
où on sait déjà pertinemment que dans 6 mois, ce ne sera plus la bonne option parce que les choses auront bougé et on le fait évoluer. Alors, en parlant de ces évolutions, avec cette levée de fonds, l'objectif, c'est aussi d'aller à l'international ? Exactement. Oui. Et est-ce que cette question-là de la mobilité, de la flexibilité, ce n'est pas une question de culture ? Est-ce que ça va changer quelque chose d'aller à l'international et de rencontrer d'autres cultures qui n'ont peut-être pas du tout la même vision du travail ? Je pense que le travail est tout le temps, et vraiment, je vais rarement dire une généralité aussi grosse, mais je pense qu'à 100%, c'est lié à la culture. C'est lié à la culture, premièrement, de l'entreprise, et deuxièmement, la culture du pays. Oui. Donc forcément, il va y avoir des différences culturelles. Par contre, ce qu'on observe, c'est que de façon assez générale et massive, on va vers un mode de travail de plus en plus hybride. Encore une fois, c'est permis parce que activité tertiaire, etc. Mais des curseurs seront à bouger. Et encore une fois, c'est là que le mot-clé flexibilité vient. On ne va pas répliquer un modèle à 100% et même au sein d'une même entreprise. Il y a quelques semaines, on parlait avec une entreprise qui s'appelle Amadeus, par exemple, qui ont mis en place des aménagements assez disruptifs, assez flexibles, assez modulaires. Mais le premier constat qu'ils nous ont dit, c'est en fait, on ne peut pas dupliquer ça partout dans le monde parce qu'entre un bureau qui va être à Bangalore et un bureau qui va être à Madrid et un bureau qui va être à Paris, la culture est différente. Et donc, aujourd'hui, ce qui compte, c'est de définir une trame qui va pouvoir accueillir de la flexibilité justement pour pouvoir dupliquer et coller. Et c'est un peu la problématique aujourd'hui de certaines directions RH, direction générale, d'aller se dire on veut prendre un modèle et l'imposer, VS d'autres qui se disent nous ce qu'on veut c'est coller au plus proche aux besoins de nos collaborateurs, donc comment est-ce qu'on s'y adapte. Et donc on crée un modèle assez flexible pour être adapté aux problématiques locales qui sont vécues par nos collaborateurs. Alors, on en a parlé en introduction, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce point. Votre start-up, c'est un spin-off à la fois du CNES et de l'Agence spatiale européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même un petit peu plus qu'est-ce que le spatial vient faire ici ? Alors en fait, ça a été le point de départ. Il y a quelques années, mes associés et moi, on a remporté un concours qui s'appelait l'Act in Space, qui était organisé par l'ESA et le CNES. Et l'idée de base, c'était de faire ce qu'on appelle du transfert de technologie, utiliser des brevets spatiaux sur Terre. C'est comme ça que l'entreprise est née. Et la vision de base, c'était de se dire, avec une vision assez idéaliste du monde, de se dire, OK, on veut supprimer les générateurs à essence. Et on voulait tous partir en ONG à ce moment-là. Donc on s'est dit, premier marché, c'est l'ONG. On va l'attaquer ensemble. Et en fait, de là, on a utilisé des technologies spatiales pour créer des générateurs solaires déployables. C'était des systèmes de technologie de déploiement qui étaient utilisés sur des satellites. Finalement, ces technologies n'étaient pas totalement transposables. Donc on a dû développer notre propre technologie, la breveter. Finalement, assez ironiquement, on est retourné dans le spatial parce que certaines de nos technologies qu'on avait développées sur Terre, on nous a demandé de les transposer sur des satellites. Donc, on a un petit peu de nous dans l'espace aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte que cette vision, elle était relativement beaucoup plus grande que ce qu'on imaginait, de se dire finalement, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'énergie pour travailler. C'est peut-être un des seuls points communs qui nous unit tous aujourd'hui. Et qui lie tous les secteurs. Exactement. Et donc, l'ONG, c'était une brique. Et désormais, on s'est dit comment est-ce qu'on le transpose à d'autres briques. Donc ça peut être l'ONG, du militaire, de l'immobilier tertiaire, même du plaisir finalement, des gens qui ont aussi besoin, dans le cadre de leur voyage, dans le cadre de leur activité de photographie par exemple, de pouvoir être alimentés. Et l'idée pour nous, c'est d'aller adresser toutes ces personnes. Merci beaucoup Maxime Cousin, président directeur général de la start-up Au Sol, d'être venu sur le plateau de Smartech. C'est l'heure du talk tout de suite dans votre émission.